si on regarde eh bien, donc, l'expression de la constante d'équilibre qui se trouve à ce niveau-là, eh bien, donc, on a une expression hein, qui fait intervenir donc, l'avancement. Donc, on se retombe sur une équation donc, polynomiale de degré 2 qui, lorsqu'on la résout, hein, permet d'avoir accès donc, à l'avancement, autrement dit, en particulier à la concentration de H3O+ dans le milieu, mais également de la base ASH-, mais aussi hein, de l'acide. Et donc, on peut avoir accès hein, à l'ensemble de la composition donc, du milieu. Et donc, quand on fait l'application numérique, hein, on remarque que l'on a un pH de 3. Et donc, si on reprend le diagramme de prédominance précédent, hein, eh bien, remarquez bien que pH de 3, on est en dessous de pK1-1, hein, puisqu'on serait à 3,2 à pK1-1. Donc, ça veut dire qu'on est dans le domaine de majorité hein, associé à SH2. Donc, ça veut simplement dire que dans le milieu réactionnel, hein, la forme la plus présente et en plus de manière hein, importante, ça sera ASH2. Et donc, dit encore différemment, hein, bon, le fait qu'on ait un diacide qui peut éventuellement hein, mener jusqu'à la dibase ASC2- ici, hein, on remarque que ça n'intervient pas, hein, cette deuxième acidité, hein, du fait que on a ce pH de 3,0 ici, hein, en dessous de pK1-1, hein, et donc il n'y a pas de réaction supplémentaire parasite qui pourrait venir hein, modifier l'état final hein, que l'on a obtenu à l'aide de cette réaction prépondérante. Bien, dans la question petit 4, on passait à une partie plus titrage. On vous dit qu'on souhaite vérifier donc, la teneur en principe actif en réalisant un titrage acido-basique. Et donc, pour cela, hein, on vous indiquait qu'on prélevait un volume de 20 ml de la solution précédente que l'on va titrer par une solution aqueuse de soude. Donc, la soude, hein, je vous rappelle, ça, c'est une espèce chimique que vous devez connaître. Hein. Donc, lorsqu'on met de l'hydroxyde de sodium solide dans de l'eau, on obtient une solution de base forte, donc de la soude, qui est constituée d'ions hydroxyde, HO-, et puis d'ions spectateurs, Na+, hein, qui n'ont pas de propriété acido-basique, puisque Na+, hein, eh bien, c'est rien d'autre qu'un ion spectateur, hein, un acide infiniment faible. Bon. Lorsque hein, on vous parle donc de soude, hein, c'est l'un des couples de l'eau hein, qu'il faut considérer, c'est le couple H2O-HO-, hein, et donc l'un des réactifs, hein, ça sera ici rien d'autre que HO-. Lorsque eh bien, on met en œuvre la réaction prépondérante pour savoir hein, quelle va être la réaction de titrage. Regardez bien hein, les espèces que je considère introduites dans le milieu réactionnel. Hein. Donc, j'ai tenu compte uniquement de H2O, ASCH2 ici, et HO-. Alors, ça, au premier abord, hein, ça peut paraître surprenant à la vue de la question petit 3, hein, parce que dans la question petit 3, ce que l'on a dit, c'est la chose suivante. Lorsqu'on met en fait ici hein, notre acide ascorbique dans de l'eau, eh bien, il y a une réaction prépondérante qui se produit, hein, celle-ci, qui va donner des ions H3O+, et des ions ASCH-. Alors, c'est vrai, hein, ça, bien évidemment, mais quand on regarde hein, les concentrations des espèces mises en jeu, eh bien, donc, pour l'acide ascorbique ici, hein, on a une concentration en 1,3 fois 10-2 mol par litre, et puis donc on a la concentration de H3O+ et de ASH- hein, qui vaut simplement 9,15 fois 10-4 mol par litre. Et donc on en avait conclu hein, qu'à un pH de 3, on était dans le domaine de majorité en fait, de la forme diacide ASCH2 ici, et donc dans le milieu réactionnel, hein, on n'avait quasiment que cette espèce qui était présente dans l'eau. Les deux espèces qui sont ici hein, étaient en proportion très faible. Alors ça, c'est important hein, de bien avoir ça en tête, hein, parce que lorsque eh bien, on va titrer en fait, l'acide ascorbique ici par HO-, eh bien, on considère que le principe actif se trouve quasi intégralement sous la forme ASCH2, hein, avec donc une réaction prépondérante entre la base la plus forte AOH-, et puis donc l'acide le plus fort, notre acide ascorbique ici. Mais remarquez bien que sur l'axe des pK, à aucun moment hein, je n'ai souligné ici ASCH- ni H3O+, hein,
Parce que là, l'erreur classique, ça serait de dire que la réaction prépondérante, c'est la réaction entre H- et puis les H3O+, qui proviennent de la réaction ici acido-basique précédente. Alors, en soi, certes, ça resterait vrai, hein, mais comme il n'y en a quasiment pas d'ion H3O+, hein, dans la pratique, cette réaction entre H- et H3O+, elle n'intervient quasiment pas, hein. Et donc ici, hein, eh bien, voici la réaction prépondérante qui va se produire. Bon. Cette réaction prépondérante, quand on regarde sa constante d'équilibre, hein, on a K1 sur KE, donc 10 exposant 10 à peu près, on a bien une transformation qui est totale. Je vous rappelle que eh bien, lorsqu'on a donc une réaction de titrage, il faut qu'elle soit rapide, totale et, quand c'est possible, unique, hein, pour ne pas avoir de soucis, hein. Donc ça, on en reparlera plus dans le TD qui suit, hein. Donc là, elle est bien totale, hein, puisque la constante d'équilibre, elle est plus grande que 10 puissance 4. Bon, rapide, ça, on ne peut pas savoir, puisque c'est l'aspect cinétique, hein. Donc, bien évidemment, dans un exercice, hein, qu'on vous propose, ça, on l'admettra à chaque fois. Et puis ensuite, unique, hein, eh bien, il faut regarder, hein, s'il n'y a pas des réactions parasites, hein, qui pourraient éventuellement venir en fait perturber, hein, eh bien, cette réaction de titrage. Et c'est l'objet en fait de la remarque qui suit. À partir du moment, hein, où cette réaction de titrage entre la soude et l'acide ascorbique ici se produit, hein, on remarque qu'il y a donc la base ASCH- présent dans le milieu, mais cette espèce chimique-là, hein, on a dit c'est un ampholyte, donc c'est aussi un acide. Et donc on pourra avoir, à partir du moment, hein, où cette réaction-là elle est commencée, une deuxième réaction qui se produit, la réaction entre la soude, H- et puis ASCH- produit par la première réaction qui est ici. Bon, cette réaction-là, bien évidemment, elle se fait, hein, mais si on regarde un petit peu, hein, la valeur de la constante d'équilibre, vous remarquez que la constante d'équilibre, elle est simplement en 10 exposant 2,4, et donc on a quasiment un facteur 10 puissance 8 entre les deux valeurs de constante d'équilibre. Et donc cette réaction-là, hein, dans la pratique, eh bien, elle se fait en gros 10 puissance 8 fois moins que la réaction du dessus. Et donc, tout se passe à peu près comme si cette réaction-là, en fin de compte, n'allait pas se faire. Donc, c'est ça, hein, la réaction prépondérante, hein. On ne tient compte que de la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte, mais gardez à l'esprit que ce concept de réaction prépondérante, hein, il est tout ce qu'il y a de plus général. On va le remettre en œuvre également dans les réactions, hein, d'oxydoréduction dans les chapitres qui suivent, hein. Et donc, c'est la réaction dont la constante d'équilibre est la plus grande. Et donc là, hein, cette réaction secondaire, hein, on remarque qu'en fin de compte, hein, elle ne va que très très peu perturber, hein, eh bien, le titrage, puisque, hein, elle est vraiment de constante d'équilibre négligeable ici. Monsieur, Oui. quand on va avoir des réactions comme ça avec de la soude et bon, n'importe quoi comme acide, Mm. ou du moins un composé chimique qui peut faire qui joue le rôle de l'acide, on aura toujours K est égal à Ka sur Ke, cette Bah, relation, ou pas? Parce qu'après ça se retrouve, mais c'est juste pour savoir si ça on tombera toujours sur ce genre de relation. euh, ouais, a priori, si on titre par de la soude, oui, puisque une constante d'équilibre, c'est une constante d'équilibre donc d'une réaction acido-basique, c'est le rapport de deux cas, hein. Le cas au numérateur relatif donc à l'acide qui intervient en tant que réactif, hein, donc SCH2, et au dénominateur, c'est la constante d'acidité en fait, hein, du couple acido-basique dont la base du couple c'est H-. Donc là, il faut voir ça comme un K1 sur un autre K, hein, et donc le K du couple H2O, H-, hein, c'est bien le KE. Donc, du coup, Ah oui, ok, ça marche tout le temps, hein. C'est un rapport de deux constantes d'acidité, hein, la constante d'équilibre. ok, merci. Bien. Donc, on vous demandait ensuite, hein, de traduire, eh bien, donc, l'équivalence, hein, pour voir si eh bien, donc, la concentration qui était proposée, hein, est satisfaisante ou pas. Donc là, hein, c'était plus pour eh bien, refaire un tableau d'avancement relatif à la réaction de titrage, hein. Donc ça, je vous rappelle, hein, on avait eu le temps avant que ça referme là, de faire un TP donc, sur les titrages, hein.
Donc, d'un point de vue pratique, on avait dit, hein, le point important, c'est surtout de faire un tableau d'avancement en quantité de matière, puisque hein, le volume du milieu réactionnel hein, va varier au fur et à mesure qu'on va rajouter de la soude dans le milieu. Et après, dans le tableau d'avancement, hein, ce qu'on considère, c'est qu'à l'état initial, on a notre quantité de matière, ici NA de vitamine C en l'occurrence, et puis qu'on a introduit hein, une quantité de matière NB hein, qui correspond au volume de solution titrante que l'on a versé. Et donc, lorsqu'on est à l'équivalence, hein, là, c'est important de ne pas raconter n'importe quoi. Hein. Donc, je vous rappelle qu'on est dans les proportions stoichiométriques quand on est à l'équivalence. Il faut bien garder à l'esprit hein, ce que ça signifie qu'on est dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire hein, qu'on a versé autant de soude qu'il y avait initialement donc, de vitamine C. Et donc, toute la vitamine C a été hein, consommée par la soude qu'on a rajoutée dans le milieu réactionnel. Et donc, lorsqu'on est à l'équivalence, eh bien, il n'y a plus de vitamine C, mais il n'y a plus de soude présente non plus. Et donc, les seules espèces qui sont présentes sont de l'eau, et puis donc notre espèce ampholyte, ASCH-. Bon, ensuite, donc, on vous demandait de justifier qualitativement l'allure qu'aurait donc, la courbe de conductivité hein, lorsqu'on réalise un tel titrage. Donc ça, hein, c'est pareil, hein, c'est des choses dont on avait discuté dans le TP avant les vacances. Donc on avait dit hein, que là, on fait une approche qui est purement qualitative hein, sur ce type de questions pour retrouver donc l'allure globale en fait hein, du graphique obtenu. Donc lorsque on s'intéresse à la conductivité de la solution, je vous rappelle, hein, ce que l'on mesure, c'est une grandeur physique, la conductance, l'inverse de la résistance hein, de la solution. La conductance de la solution étant directement proportionnelle à la conductivité hein, de la solution. Donc le conductimètre, lui, il affiche directement la valeur de la conductivité, mais à proprement parler, hein, c'est la conductance de la solution que l'on mesure. Bien. La conductivité hein, de la solution est liée à la présence d'ions dans le milieu réactionnel. Donc tous les ions hein, contribuent donc, à la conductivité, que ce soit donc, les ions actifs hein, dans la réaction de titrage, mais également les ions spectateurs. Donc là, en l'occurrence, hein, eh bien, il y a les deux ions là, qui interviennent donc, dans notre réaction prépondérante de titrage, et puis il y a également les ions Na+, qui sont rajoutés dans le milieu réactionnel lorsqu'on va rajouter la soude, hein, puisque la soude, je vous rappelle, c'est Na++ plus HO-. Bon, lorsqu'on est avant l'équivalence, le réactif limitant, hein, c'est HO-, donc il n'y en a pas hein, dans le milieu. À chaque fois qu'on verse une goutte de HO- dans le milieu réactionnel, il est consommé hein, par bien, donc, notre vitamine C. Donc on a une concentration hein, qui reste nulle pour HO-. ASCH-, qui est notre espèce ici en folite, produit de la réaction, hein, lorsqu'on est avant l'équivalence, hein, il y a sa quantité de matière et donc sa concentration donc, qui va augmenter donc, dans le milieu. Donc on a globalement le terme qui est ici qui augmente. Et puis les ions Na+, qui eux ne sont pas consommés hein, par la réaction de titrage, vont voir leur quantité augmenter au fur et à mesure qu'on verse la soude dans le milieu réactionnel. Et donc, on remarque que au global, la conductivité de la solution hein, va augmenter avant l'équivalence. Donc, déjà, hein, on peut éliminer les représentations 1 et 4, les représentations 1 et 3 hein, qui ne sont pas compatibles avec le fait que la conductivité hein, eh bien, augmente. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. La conductivité doit augmenter, donc c'est 1 et 3 hein, que l'on peut éliminer. Et ensuite, hein, il faut regarder ce qui se passe après l'équivalence. Donc, lorsqu'on est après l'équivalence, on a consommé toute la vitamine C. Et donc, quand on va verser, donc continuer à verser de la soude dans le milieu réactionnel, hein, eh bien, donc, la soude va s'accumuler cette fois-ci dans le milieu, vu qu'elle est plus consommée. Hein. On a donc à la fois la concentration de HO- et la concentration de Na+, qui augmente. La concentration de ASCH2-, de SCH-, donc j'ai dit qu'elle était à peu près constante. Alors,
à peu près constante, hein, simplement parce que je vous rappelle malgré tout que lorsqu'on rajoute de la soude dans le milieu, hein, il y a un effet de dilution qui se produit qui va faire que autant la quantité de matière ici de notre ampholyte est constante, autant la concentration ici de cette espèce ici va être légèrement diminuée. Alors après, hein, malgré tout, lorsqu'on fait donc un titrage purement conductimétrique, la plupart du temps, hein, on travaille avec des grands volumes de solution de manière à pouvoir donc négliger la dilution, hein, lors de l'ajout de soude. Donc là, on a globalement un terme qui reste à peu près constant, même s'il diminue un tout petit peu. Bon. Et donc, après l'équivalence, hein, on remarque qu'on va avoir globalement la conductivité qui va augmenter également, hein, ce qui est cohérent avec les représentations 2 et 4 ici, hein. Par contre, hein, il faut savoir trancher entre les deux représentations. Donc, pour cela, hein, il faut avoir un petit peu un résultat en tête, c'est qu'il y a deux ions, hein, qui conduisent beaucoup mieux donc, en solution que les autres. Ce sont, hein, les ions H3O+, et les ions HO-. Et donc là, si on regarde, hein, le petit tableau, hein, que l'on a fait, on remarque que dans la première partie, hein, on avait ici, hein, la conductivité qui augmentait, hein, particulièrement à cause de notre espèce ampholyte, alors que dans la deuxième partie de la courbe, hein, ça augmente en cause de HO-. Les ions Na+, eux, hein, jouant le même rôle avant et après l'équivalence. Et comme on a donc cette conductivité molaire ionique de HO- qui est plus grande que celle de notre ampholyte, forcément, on doit avoir, hein, la conductivité qui augmente plus vite après l'équivalence qu'avant l'équivalence. Et donc, on a la représentation à retenir, hein, qui est la représentation numéro 2. Bien. Bon, après, hein, il fallait en déduire donc, la valeur de la conductivité. Donc là, hein, rien d'extraordinaire, hein, et ça permettait de retomber sur la masse de principe actif, hein, donc, qui était de l'ordre de 500 mg. Bien, des questions sur cette première partie? Non? Monsieur, Oui. vous avez dit que ça permettait de trouver la conductivité. C'est pas la concentration plutôt? Si, la concentration. Merci. Concentration, tout à fait. Okay. Bien. Alors, la deuxième partie. Donc, cette fois-ci, hein, on s'intéresse toujours à de la vitamine C 500 mg, mais la particularité, hein, c'est que le milieu il va être tamponné à pH égal constante égale 4,4. On peut se demander quel est l'intérêt, hein. Donc, ici, hein, si vous regardez, hein, dans la première partie, hein, quand on s'intéressait à la vitamine C, on avait un pH donc, de 3, hein, lorsque on s'intéressait au pH du milieu, hein, donc dans la question petit 3, alors qu'ici, on a un pH de 4,4, hein, il est un petit peu plus haut, et donc il est mieux toléré, hein, ce pH par l'estomac, hein, que la vitamine C de départ là, hein. Donc c'est simplement, hein, lié à ça, hein. Alors, d'un point de vue chimique, donc là, il faut faire un petit peu attention, hein, à ne pas écrire n'importe quoi quand on va s'intéresser à la réaction prépondérante. Donc là, du fait que on a le principe actif qui se trouve à la fois sous forme d'acide ascorbique et d'ion ascorbate, les espèces qui sont présentes dans le milieu réactionnel, hein, pour déterminer la réaction prépondérante sont l'acide ascorbique, l'ion ascorbate et puis l'eau. Donc si je fais ici mon échelle de pK, donc, on va avoir ici 2 bases présentes dans le milieu réactionnel et puis donc 3 acides. Lorsque je m'intéresse ici, hein, à la réaction prépondérante, c'est la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Bon, ici, hein, on peut raconter un certain nombre de bêtises. Donc là, si vous regardez la réaction prépondérante que j'ai conservée, c'est la réaction entre donc l'acide ascorbique, qui est l'acide le plus fort, et puis donc la base H2O, pour avoir cette réaction prépondérante-là. Bon, si on regarde, hein, bêtement un peu mieux, Monsieur, oui, c'est à cause du sens du gamma ou bien, jusque-là,
Alors, non, non, j'ai Pour avoir encore. une réaction entre l'acide prépondérante et... Alors, justement, j'ai encore plein de choses à dire hein, pour bien avoir en tête que c'est cette réaction-là, la réaction prépondérante. Hein. Donc, j'étais en train de dire, hein, donc, si on regarde bêtement, entre guillemets, le diagramme hein, et qu'on prend l'acide le plus fort et la base la plus forte, bon, bah, l'acide le plus fort, c'est bien l'acide ascorbique et la base la plus forte, c'est l'ion ascorbate. D'accord? Donc, si je me limite à cette approche de la réaction prépondérante, à savoir réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte, et qu'on ne réfléchit pas, hein, on a envie de dire qu'il y a réaction entre l'acide ascorbique et l'ion ascorbate. Mais ça, ce n'est pas possible. Hein. Simplement parce que, je vous rappelle, quand on parle de réaction prépondérante, bah, il faut qu'il y ait une réaction acido-basique. Et donc, pour qu'il y ait réaction acido-basique, il faut qu'il y ait deux couples acido-basiques qui soient mis en jeu. Et donc là, si je raisonne que sur l'acide ascorbique et l'ion ascorbate, acide le plus fort et la base la plus forte, bah, remarquez bien hein, que je n'ai qu'un couple. Et donc, on ne peut pas avoir une réaction acide-base, puisqu'il faut deux couples pour une réaction acide-base. Bon, ça, c'est la première chose. Alors, ensuite, hein, bah, il y a deux cas possibles. Le premier cas, hein, c'est de faire réagir ici l'acide le plus fort avec bah, les autres bases possibles. Donc là, en l'occurrence, H2O. Et c'est ce que j'ai retenu à ce niveau-là. Donc, remarquez bien que la constante d'équilibre, hein, elle vaut 10 exposant moins 4,2 en faisant réagir l'acide le plus fort avec bah, l'autre base disponible dans le milieu réactionnel. La question hein, que l'on peut se poser tout de même, hein, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'inverse, à savoir hein, faire réagir la base la plus forte, qui est l'ion ascorbate, avec bah, l'autre acide, hein, autre que celui-ci, hein, qui pourrait eh bien, mener à une réaction acido-basique. Donc, si on regarde, hein, bah, le seul autre acide, quoi, disons l'acide qui est juste au-dessus, eh bien, c'est l'ion ascorbate. Et donc, on pourrait avoir envie hein, de faire réagir l'ion ascorbate sur lui-même, donc c'est un ampholyte, ce n'est pas gênant, hein, pour former donc l'acide ascorbique et puis la dibase ASC2-. Alors, ça, on peut le faire. Hein. Alors, non, je n'ai pas mis la remarque, donc on peut l'écrire dessous en remarque. Hein. C'est que si, eh bien, donc, on fait ça, alors, hop, attendez, j'arrive pas à récupérer mon stylo. Pourquoi j'ai pas le... Pourquoi j'ai plus mon stylet ici? Ah, il est là. Donc, si ici, je m'intéresse à la réaction entre eh bien, l'ion ascorbate sur lui-même pour donner eh bien, donc, l'acide ascorbique plus la dibase correspondante, eh bien, donc, si je calcule la constante d'équilibre associée donc, à cette réaction-là, eh bien, donc, c'est rien d'autre que l'activité à l'équilibre ici de mon acide ascorbique fois l'activité à l'équilibre sur la dibase divisé par l'activité donc à l'équilibre ici de l'ion ascorbate. Hein, et donc, en simplifiant par eh bien, ces zéros, on arrive donc ici à l'expression suivante qui va mener à un rapport de deux constantes d'acidité, hein, comme toujours lorsqu'on a une réaction acide-base. Donc là, hein, je vous refais le petit calcul, hein, mais on peut aller un tout petit peu plus vite hein, au besoin. Donc, je vous rappelle que quand on a écrit hein, l'expression de la constante d'équilibre, il suffit de multiplier numérateur et dénominateur par la concentration de H3O+, pour faire apparaître en fait hein, les deux constantes d'acidité. Quand on fait ça, hein, eh bien, on remarque que ici, hein, bah, ce n'est rien d'autre que la constante d'acidité Ka2, hein, puisqu'on a l'acide ASC, alors j'oublie en H ici, hein, que j'oublie en H. On a donc l'acide ASCH-, hein, avec la dibase ASC2- et H3O+. Et là, on remarque que c'est l'inverse de K1,
puisque on a l'acide qui est en haut et la base qui est en bas. Et donc, cette constante d'équilibre, on remarque que c'est Ka2 sur Ka1. Si on fait l'application numérique, en revenant donc ici à mon diagramme, on a le Ka2 qui est égal à 10 exposant moins 11,6 et le Ka1 qui est égal à 10 exposant moins 4,2. Donc 10 exposant moins 11,6, 10 exposant moins 4,2. Et donc, vous remarquez ici que la constante d'équilibre va être extrêmement faible, puisqu'on a simplement une constante d'équilibre en 10 exposant moins 7,4. Et il faut comparer donc cette valeur-là avec la valeur qu'on avait pour la réaction prépondérante que j'ai écrite. Donc, remarquez bien qu'on avait une constante d'équilibre en 10 exposant moins 4,2. Donc, la constante d'équilibre de la réaction que je viens d'écrire, eh bien, remarquez qu'elle est en gros 1000 fois plus petite que la réaction prépondérante du dessus, et donc elle va se faire 1000 fois moins bien que la réaction que j'ai écrite. Et donc, même si en soi, cette réaction-là de l'ampholyte sur lui-même peut se faire, en fin de compte, elle se fera en très très faible proportion en comparaison de la réaction prépondérante qui est ici. Et donc, c'est bien la même réaction prépondérante, en fin de compte, que pour le premier type de vitamine C. Donc là, vous remarquez qu'il y a plusieurs erreurs possibles sur cette question-là. Elle était un petit peu plus subtile, cette question-là qui terminait le TD. Donc déjà, le premier truc à ne pas dire, c'est que c'est la base la plus forte qui réagit avec l'acide le plus fort. Ces deux espèces, elles appartiennent au même couple, donc il faut deux couples pour avoir une réaction prépondérante. Donc ça, déjà, on ne peut pas le dire, qu'il y a réaction entre ces deux espèces. Et après, pour avoir la réaction prépondérante, eh bien, c'est la réaction soit entre l'acide le plus fort et la seule base autre disponible, H2O, ou alors c'est la réaction entre la base la plus forte et les autres acides présents dans le milieu. Et donc, on s'est rendu compte que la réaction de notre ampholyte sur elle-même, elle était caractérisée par une constante d'équilibre bien plus faible que celle-ci. Alors, on conçoit bien que si on fait exactement le même raisonnement pour regarder la réaction entre notre ampholyte ASH- et puis donc l'acide H2O, la constante d'équilibre, elle sera encore 1000 fois plus petite, vu qu'on a tout à fait 1000, mais pas loin ici, vu qu'on a un écart de 2,4 unités. Et donc, cette réaction ici, elle sera encore plus faible. Donc là, c'est vraiment la seule réaction ici à considérer. Bon, une fois qu'on a fait ça, il y a encore quelques pièges. Donc, cette dernière question-là, elle était quand même bien plus compliquée. Donc, quand on fait le tableau d'avancement, à l'état initial, surtout, il ne faut pas oublier donc, de préciser qu'il y a également de l'ion ascorbate, puisque le principe actif, eh bien, il est partagé entre la forme acide ascorbique et la forme ion ascorbate. Donc, il y a les deux espèces qui sont présentes. Et puis attention, on vous dit que le milieu il est tamponné à pH égale 4,4. Donc ça veut dire que le pH dans le milieu réactionnel ne varie pas et qui reste égal à 10 exposant moins 4,4. Donc la concentration de H3 ou plus ici ne varie pas dans le milieu. Alors le milieu, il est tamponné. Ça veut simplement dire que dans le milieu, il doit y avoir sans doute autre chose qui fait que le pH ne va pas varier. Donc, ce n'est pas précisé ce qu'est cette autre chose. Donc, ce n'est pas utile pour notre calcul, mais c'est lié à ça. Bon, une fois qu'on a fait toutes ces remarques, après, j'ai envie de dire, c'est juste du calcul. Donc, on tombe sur un système de deux équations à deux inconnus qui permet donc de déterminer la masse d'ion ascorbate et d'acide ascorbique, puisque on a une masse globale de 500 mg de composés actifs. Donc, quand on résout, ça permet d'obtenir les masses des deux composés qui constituent le principe actif ici. Donc là, cette dernière question, elle était quand même bien plus compliquée.
Bien. Des questions là-dessus? Non? Ok, ok. Alors, on va passer à la correction rapidement, encore une fois, donc du TD2. Alors, TD2. Hop, TD2. TD corrigé, là-dessus, un petit base. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et puis, donc, le TD1. Bien. Bon, on va s'intéresser ici à deux exercices sur les titrages. Bon, le premier, j'ai envie de dire, rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'il y a un petit calcul d'incertitude. Hein. On a ici donc une réaction donc acido-basique hein, entre un acide faible qui est noté HA et la base H2O. Hein. Donc, j'ai envie de dire, d'un point de vue du titrage, hein, bah, il n'y a rien de particulier ici hein, eh bien, donc, à écrire, hein, si ce n'est le tableau d'avancement en quantité de matière, et puis à traduire donc l'équivalence. Hein. Donc, toute la première partie là, bon, j'ai envie de dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, bon, ce qui était un peu embêtant, hein, c'était le petit calcul d'incertitude. Bon, sauf que c'est du type A hein, pour la première partie du calcul, hein, donc ça ne présente pas pour le coup une difficulté insurmontable. Hein. On calcule d'abord eh bien, donc, le volume moyen équivalent, puis l'écart type, pour en déduire l'incertitude type, et puis l'incertitude élargie. Hein. Bon, ça j'ai envie de dire, c'était un petit peu pénible à faire, hein, mais si on Monsieur, en... Oui, les relations au niveau des certitudes, c'est juste on va les apprendre à force de faire les TP, des trucs comme ça ou alors, faut que le... les incertitudes, hein, c'est vrai que bah, pour le coup, on n'en a pas fait énormément cette année, hein, parce que bah, ce qui s'y prête bien, hein, justement, hein, c'est tout ce qui est titrage, et puis c'était les TP qui nous reste à faire et que j'espère qu'on pourra faire à la fin de l'année là, sur tout ce qui est onde. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Donc, toutes ces relations-là sont à connaître. Pardon, ne sont pas à connaître, je voulais dire, hein, justement. On a langue à la fourchée, on vous les rappellera pour éventuellement vous demander un petit calcul d'incertitude. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'approche au niveau des incertitudes, ça change à chaque réforme. Hein. Donc, si par cas, bah, vous cubez, hein, je ne vous le souhaite pas, hein, et que vous vous intéressez aux incertitudes en cube, bah, vous verrez que les choses, on vous les présentera donc d'une manière différente, hein, parce qu'à partir de la prochaine réforme, là, bah, dès septembre, hein, bon, on ne raye pas tout ce qu'on a fait ici, mais pas loin, hein, pour avoir une approche encore différente. Donc, j'ai envie de dire, ça, pour le coup, c'est des formules qu'on vous rappellera parce que bon, bah, toutes ces notions d'incertitude, ça évolue de manière très, très régulière. Quoi. Bon, alors ça, D'accord, hein, merci. je vous ai dit, on essaiera d'en parler en TP. On va rester ici sur l'approche plus chimique, et en particulier sur la question petit 4, ici, hein, qui nécessitait une petite réflexion. Donc, on vous demandait ici hein, de justifier donc, le choix de l'indicateur coloré. Hein, et donc, au niveau de cet indicateur coloré, on vous donnait la zone de virage hein, entre 7,8 et 8,4 pour le pH, en fait. Bon. Donc là, la question sous-jacente, hein, c'est la suivante. Lorsqu'on est à l'équivalence, bah, que vaut le pH du milieu réactionnel? Et donc là, hein, ça dépend en fait hein, de ce qui est introduit donc, dans le milieu réactionnel. Donc si on titre, par exemple, alors ce n'est pas le cas ici, hein, mais si on titre par exemple un acide fort H3O+, par une base forte, HO-, eh bien, donc, à l'équivalence, dans le milieu réactionnel, il n'y a plus que de l'eau, hein, et donc le pH du milieu réactionnel, il vaut 7. Si par contre, hein, eh bien, on titre eh bien, un acide faible ou une base faible, à ce moment-là, hein, on n'a plus un pH à l'équivalence qui va valoir 7.
Et donc, lorsqu'on veut faire un titrage avec un indicateur coloré, il faut avoir une idée eh bien, donc, de la valeur du pH à l'équivalence pour pouvoir choisir correctement eh bien, l'indicateur coloré correspondant. Et donc là, tout est basé, en fait, encore une fois, sur la méthode de la réaction prépondérante, en ayant en tête plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est que lorsqu'on fait notre titrage, donc c'était le début ici, eh bien, donc, la réaction prépondérante, c'est la réaction entre l'acide HA ici et la base HO-. Et lorsqu'on est à l'équivalence, on a introduit autant de HO- qu'il y avait initialement de HA. Et donc, si on regarde l'état final relatif à l'équivalence, dans le milieu réactionnel, eh bien, il n'y a pas de HA, il n'y a pas de HO-. Les seules espèces présentes sont de l'eau et puis A-. Et donc, si on veut connaître eh bien, le pH du milieu réactionnel, ce qu'il faut se demander, c'est du fait qu'il y ait de l'eau dans le milieu réactionnel et X mol de A- dans le milieu réactionnel, que vaut le pH du milieu réactionnel? Et donc là, on est obligé de repartir sur une méthode de la réaction prépondérante, en considérant que lorsqu'on est à l'équivalence, et j'insiste bien, là, le calcul que je fais dans la question petit 4, il n'est valable uniquement que si je suis à l'équivalence. Parce que si je suis avant l'équivalence, il va rester du HA dans le milieu réactionnel. Et si je suis après l'équivalence, eh bien, il va y avoir la base au H-, le réactif titrant, la soude, qui va être présent également. Donc là, le calcul que je fais n'est valable que lorsque je suis à l'équivalence. Bon, une fois qu'on a dit ça, à savoir qu'on est à l'équivalence, c'est que ce sont les deux seules espèces présentes. Eh bien, on met en œuvre la méthode de la réaction prépondérante, donc la réaction entre la base la plus forte, A- et le seul acide présent, H2O, et puis on refait le calcul habituel, j'ai envie de dire. On fait notre tableau d'avancement en quantité de matière, on détermine la constante d'équilibre, qui encore une fois correspond à une réaction qui est thermodynamiquement défavorisée. On pouvait s'en douter, le gamma est à l'envers. On exprime la constante d'équilibre, puisque la réaction n'est pas totale ici, à l'aide donc de l'avancement, de manière à se retrouver à une équation, une inconnue, l'avancement ici du milieu réactionnel. Et donc, quand on résout l'équation polynomiale de degré 2 pour en déduire l'avancement volumique et donc la concentration de H3O+, eh bien, on trouve ici une concentration de 2,5 fois 10-8 mol par litre, ce qui correspond à un pH de 7,6. Et donc là, on remarque que pour le coup, le choix de cet indicateur coloré, le phénol, est particulièrement adapté, puisque la valeur du pH qui correspond à l'équivalence est exactement au milieu de la zone de virage ici. Donc ça, c'est un petit calcul assez classique que l'on peut vous faire de pH. Donc, il n'y en a pas 10 000 des calculs. Il n'y en a que deux, en gros. On regarde à l'équivalence, eh bien, qu'est-ce qu'on a dans le milieu. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et puis, on peut regarder également à la demi-équivalence ce qu'il y a dans le milieu, simplement parce que la plupart du temps, on a pH égale pK, la demi-équivalence, qu'on titre un acide faible. Alors, je vous demande juste une toute petite seconde. Hop, alors, excusez-moi. Et donc là, on a pour le coup le pH lorsque on est à l'équivalence. Alors, ce deuxième exercice, donc on s'intéresse en tétraacide. Donc, il est assez qualitatif, cet exercice, pas très calculatoire. Pour autant, il ne faut pas tomber, disons, dans un piège assez classique sur ce type d'exercice, de se dire, bon, c'est qualitatif, et donc on peut faire des justifications approximatives. Donc là, surtout pas. Donc lorsqu'on a eh bien, un exercice même qualitatif de ce type-là, eh bien, il faut que l'on retrouve la démarche qui est relative eh bien, à ces exercices sur les réactions acide-base, avec une réaction prépondérante, une valeur de constante d'équilibre,
etc., etc. hein. Donc ça, les justifications, il faut malgré tout qu'elles soient très rigoureuses. Alors, ici, on a un tétraacide. Donc, vous remarquez qu'il y a 4 valeurs de pKa. Donc, si on trace le diagramme de prédominance associé à ces différentes espèces, les VOSI, donc là, on conçoit bien qu'on ne peut pas faire apparaître les zones de majorité sur un tel diagramme, puisqu'il y a tout qui va se chevaucher, surtout au début, là où les valeurs de pK sont excessivement proches l'une de l'autre. Donc là, on part de la forme la plus acide, H4+, et puis à chaque fois, on enlève un proton H+, pour former la base correspondante et arriver jusqu'à l'espèce A3- ici. Donc là, au niveau des constantes d'acidité, ou plus exactement des pK correspondants, on vous indique pourquoi on a un tétraacide ici, et quels sont les H qui sont perdus pour ces différentes acidités. Alors, le premier H qui est perdu, qui est caractérisé par une valeur de pK de 0,8, c'est le H qui est ici, ou celui-ci, ce qui est le même, qui est relatif au groupe acide phosphonique. Une fois que ce H-là il est perdu pour donner la forme AH3, on peut perdre un H supplémentaire qui est le H de la partie acide carboxylique qui se trouve à ce niveau-là. Ensuite, c'est le troisième H qui se trouve à ce niveau-là. Et enfin, c'est le H qui est relatif ici à la fonction ion-ammonium. Donc, on pourrait se dire, il en reste encore un, on pourrait encore le perdre. Alors, dans la pratique, ça ne se fait pas, simplement parce que l'acidité sort de l'échelle à 0,14 pour ce dernier H. Donc, l'acidité, elle est tellement faible qu'on ne peut pas arracher ce dernier H par acidobasicité dans le solvant H2O, en tout cas. Avec d'autres solvants, on pourrait le faire, mais pas avec le solvant H2O, en tout cas. Bien. C'est important d'avoir en tête ici ces petites indications-là sur le fait que ce soit ces différents H qui soient arrachés au fur et à mesure qu'on passe d'une espèce à l'autre, parce que dans la deuxième question, on vous demandait est-ce qu'il existe une forme qui ne fait intervenir aucune charge formelle? Bon, au vu ici du diagramme de prédominance qu'on a donné, on remarque que, il y a 4 espèces qui sont chargées, donc déjà, ces espèces-là, ça ne sert à rien de s'y intéresser. Donc, la seule espèce qui pourrait éventuellement être porteuse d'aucune charge formelle, c'est l'espèce AH3. Et donc, si on la représente, cette espèce AH3, la voici. Vous remarquez que globalement, elle est non chargée, mais elle possède malgré tout 2 charges formelles. Simplement parce que, on va avoir ici le H+ relatif à la fonction acide phosphonique qui va être libérée pour passer à la forme AH3. Et donc, vous remarquez qu'il y a une charge moins sur l'oxygène et une charge plus sur l'azote. Et donc, au global, bien que non chargé, il y a 2 charges qui vont se compenser au sein de la molécule. Bien. Alors, après, on va attaquer les choses sérieuses. Donc, on vous dit qu'on a un pH de 7,2 et donc on vous demande quelle est la forme majoritaire. Donc, forme majoritaire, je vous rappelle, c'est la forme dont la concentration est 10 fois plus grande que celle des autres espèces présentes en milieu réactionnel. Donc, lorsqu'on a un pH de 7,2, on est ici, là. Donc, déjà, on remarque qu'on est dans la zone de prédominance de AH2-, de cette espèce chimique-là. Et vous remarquez qu'on est en dessous de pK4-1, autrement dit 10. Et on est, à la limite, mais on y est malgré tout, au-delà de pK3+1, autrement dit 7,2. Et donc, vous remarquez que dans cette zone centrale, ici, où le pH est compris entre 7,2 et 10, la seule espèce présente majoritairement, c'est H2-. Autrement dit, sa concentration est beaucoup plus grande que celle des autres espèces chimiques présentes. Alors, ça, c'est important pour la suite parce que l'idée, ça va être de titrer notre glyphosate ici, soit par l'intermédiaire de la soude, c'est la question 4, soit
eh bien, donc, en mettant de l'acide chlorhydrique dans le milieu. Bon, on va voir que si on procède de cette manière-là, en fait, ça ne va pas être satisfaisant. Donc, si on regarde le premier cas de figure, à savoir, on cherche à titrer le glyphosate par de la soude, eh bien, donc, titrer le glyphosate par de la soude, ben, ça revient donc ici à faire réagir donc, notre espèce majoritaire, H2-, avec eh bien, donc, de la soude. Et comme c'est une réaction de titrage, ben, on s'attend à avoir un saut de pH bien net, avec une réaction de titrage qui est totale, etc. Bon, déjà, qualitativement, si on regarde la courbe, ben, on peut dire que ben, la courbe, ici, elle ne présente pas un saut bien net au niveau de l'équivalence. Donc, à exploiter, la courbe, elle ne va pas être très pratique. Donc, ça, c'est la première chose à dire. Mais il n'y a pas que ça à dire. Donc, il faut également regarder quelle est la réaction de titrage qui va se produire ici. Donc, à la vue de ce que j'ai dit juste avant, donc ici, les espèces introduites, c'est donc H2O et H2-, donc l'espèce majoritaire a ce pH de 7,2. Et puis ensuite, la soude qui, elle, va être rajoutée lors du titrage. Bon, quand on fait l'échelle des pKa, j'ai souligné ici en rouge eh bien, donc, les espèces qui sont présentes dans le milieu réactionnel. On remarque que la base la plus forte, c'est HO-, l'acide le plus fort, c'est H2-, et donc on a eh bien, la réaction prépondérante qui est caractérisée par une constante d'équilibre de 10 exposant 2,8. Donc là, on remarque que cette constante d'équilibre, elle n'est pas si grande que ça. On avait dit qu'une réaction totale, c'était une réaction qui était caractérisée par une constante d'équilibre qui était de l'ordre de 10 puissance 4. Donc là, vous remarquez qu'on n'y est pas. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau donc, de la courbe que l'on obtient, eh bien, le saut n'est pas véritablement exploitable. C'est lié à cette valeur de constante d'équilibre qui n'est pas suffisante pour pouvoir titrer eh bien, à H2- par de la soude. Dit de manière plus qualitative, l'acide qui est ici, en fait, il est trop faible pour être titré par la soude H-. Bien, donc ça, c'était la première idée. Donc, c'était de titrer cet acide ici par de la soude. Bon. Vu que ça ne marche pas, et vu que AH2-, bon, ben, certes, c'est un acide, mais c'est aussi une base, ben, vu que l'acide, lui, on a dit il est trop faible pour pouvoir être titré par de la soude, on pourrait se dire la chose suivante, eh bien, on pourrait essayer de titrer la base AH2- par de l'acide cette fois-ci, H3O+, un acide fort. Et donc, c'est ce que l'on fait dans la question petit 5. Et quand on regarde donc, la courbe que l'on obtient, bon, bah, cette fois-ci, elle est quand même bien mieux, cette courbe. Vous remarquez qu'on a un saut de pH qui est quand même relativement net, qu'on pourrait, à l'aide de la méthode des tangentes, par exemple, déterminer un volume équivalent, et donc eh bien, avoir accès eh bien, à un volume équivalent et donc à une concentration. Bon, malgré tout, ça ne va pas être pleinement satisfaisant. Et donc, on vous en donnait la principale raison à ce niveau-là. Donc, la méthode de la réaction prépondérante, eh bien, donc, c'est la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Et donc, on a jusqu'à présent considéré eh bien, donc, que l'on avait à chaque fois qu'une réaction qui se produisait et donc que les réactions en fait parasites, entre guillemets, eh bien, n'allaient pas se produire ou perturber en tout cas notre réaction de titrage. Alors, ça, c'est vrai, à condition d'être dans les cas de figure qu'on a rencontrés jusqu'à présent, à savoir qu'il y a un très grand écart entre les valeurs des constantes d'équilibre des différentes réactions qui se produisent. Et donc là, la limite, elle est assez arbitraire. Donc, encore une fois, c'est simplement une histoire de précision. On considère en général que lorsqu'on a donc un écart de 10 000, autrement dit de 10 puissance 4, entre eh bien, donc, deux constantes d'équilibre,
eh bien, on peut dire que la réaction dont la constante d'équilibre est 10 puissance 4 fois plus petite, eh bien, qu'elle ne va quasiment pas se faire. Et donc là, l'idée, c'est de regarder d'un petit peu plus près ici ce qui va se passer justement lorsque eh bien, donc, on va titrer eh bien, la base H2- par l'acide H3O+. Alors, si on commence par écrire la réaction prépondérante, donc là, j'ai utilisé donc, le même axe des pK, j'ai souligné en vert cette fois-ci les espèces introduites dans le milieu. Donc là, cette fois-ci, eh bien, on va titrer par eh bien, un acide fort H3O+, ici. Et donc, vous remarquez que l'acide le plus fort, c'est H3O+, la base la plus forte, c'est H2-, et donc, cette fois-ci, le gamma, il va être à l'endroit. Donc, visiblement, la réaction elle va être thermodynamiquement favorisée. Et puis, en plus, l'écart, là, il est relativement grand entre les deux valeurs de pK. Et donc, si on regarde, vous remarquez qu'on a ici une constante d'équilibre en 10 puissance 6,2. Et donc, on a une transformation qui est totale. Et donc, c'est la raison pour laquelle, sur la courbe de titrage, ici, on va bien voir eh bien, notre saut de pH ici. Bon, par contre, le problème, c'est que… Alors, attendez un petit instant, il faut que j'aille faire un petit peu la police. Excusez-moi une seconde. Pensez, c'est quel enfant qui va gagner? Je sais pas combien il en a. C'est Junior. Junior, c'est le meilleur, je pense. Il a les dents assez serrées. On est de quoi là? Du combat d'enfants, on va savoir qui va gagner. Les enfants de M. Fogan. Ah, c'est le premier, c'est toujours le premier le meilleur. Ah, plus grand. évite. Non, Allez, évite. deuxième, c'est pas mal aussi. Ceux qui sont au milieu, généralement, c'est les boss. Je pense que ouais, C'est c'est le pas dernier le le. meilleur. Non, c'est deuxième les meilleurs, il n'y a pas de discussion. Ouais, en vrai, tu sais, les Non, deuxièmes, pourri, genre, le deuxième, ils c'est font pas trop pourri. attention. Ils font un Non, peu c'est ce les qu'ils veulent. premiers, les premiers. Les premiers sont supérieurs. Ah non, alors là, non. Ah si, moi je te le Ah dis. non, la premiers vérité, sont il bleus, faut là, arrêter ça, ouais, la c'est petite le premier connerie. C'est exercice. l'ami qui a raison. C'est l'ami qui a raison, merci Le premier, Lové. t'as tout le mérite. Alors, Bah. je suis de retour. L'ami qui a raison, c'est bizarre ça. Comment tu peux dire ça, Gob, s'il te plaît? Et moi, je suis Tiens, quoi par Il y a hasard? un Je qui suis s'appelle premier. Edouard et il va mourir, hein, toi, c'est sûr à 100%. Ah non, relou. Bon, je suis Edouard, désolé. ton Immortalisé par son ton petit jumeau. chat, il va bien, Edouard, ou pas? Le Simba, là, le chat maigre que Ouais, tu la ne fais fin. jamais, là. Ouais, la fin. Bien. De Alors, ouf, je énorme. suis de nouveau là, donc on va reprendre. Alors, désolé pour l'interruption. Pour le coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, c'était que la transformation, bon, elle était totale, qu'on voyait bien donc le saut de pH. Par contre, il va y avoir malgré tout un petit problème. Simplement parce que lorsque cette réaction ici va se produire, dès qu'on va avoir versé donc, la première goutte de H3O+ dans le milieu réactionnel, eh bien, donc, les produits vont être présents dans le milieu réactionnel également. Et donc, cette espèce qui va être produite ici par la réaction prépondérante, eh bien, cette espèce, c'est aussi une base, et cette base, elle est susceptible de réagir également avec H3O+. Alors, si on s'intéresse à cette réaction parasite ici, entre AH2- et H3O+, vous remarquez que la réaction elle est caractérisée par une constante d'équilibre qui est égale à 10 exposant 2,3. Alors, elle est relativement faible, cette constante d'équilibre. La réaction, elle n'est pas totale, certes, mais vous remarquez qu'on n'a pas tout à fait un écart de 10 000 entre les deux valeurs de constante d'équilibre. On a simplement 10 exposant 3,9 d'écart entre les constantes d'équilibre. Et donc, ici, cette réaction parasite, elle va venir perturber un petit peu notre réaction de titrage. Alors, pas énormément, puisque on a quasiment ce facteur 10 puissance 4 entre les deux constantes d'équilibre. Mais malgré tout, ça va venir fausser un petit peu donc, le résultat. Et donc, ce titrage-là n'est pas pleinement satisfaisant non plus.
Alors, avant de revenir sur la question petit 6, là, je fais une petite remarque supplémentaire par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de faire ce TP-là au retour ou pas, donc même s'il nous restera quand même quelques séances de TP, mais bon, pour le coup, je fais la remarque maintenant. Donc, le prochain TP qu'on aurait dû faire, eh bien, donc, en chimie, donc, c'est un TP donc, de chimie des solutions qui consiste en fait à titrer en fait, soit l'acide maléique, soit l'acide fumarique par de la soude. Donc, c'est le titrage d'un diacide. Ici, par de la soude. Et donc, ici, d'un point de vue pratique, on a donc le réactif titrant qui va être ici la soude. Autrement dit, H-. Donc, il y a également le ion spectateur. Et après, ici, on a eh bien, donc, soit de l'acide maléique, ou alors de l'acide fumarique. Bien. Ces deux espèces, ce sont donc des diacides. Donc, lorsqu'on s'intéresse eh bien, donc, aux valeurs donc, de pK, donc, pour l'acide, alors que je ne dise pas de bêtises, maléique, le pK1, il vaut 1,8 et le pKa2, il vaut donc 6,6. Alors que si vous prenez donc l'acide fumarique, eh bien donc les valeurs donc de pK, eh bien ce ne sont pas les mêmes. On a pK1 ici qui vaut attendez, j'ai noté deux fois les mêmes. Pourquoi j'ai noté deux fois les mêmes? Zut. Alors attendez, il faut que je les récupère. J'ai noté deux fois les mêmes. Donc acide fumarique 3,0 et le pKa2 qui vaut en fait 4,4. Bien. Ici, au niveau donc, du titrage de l'acide maléique et de l'acide fumarique, eh bien, on n'obtient pas du tout la même courbe pour le titrage, suivant que eh bien, on s'intéresse à l'acide maléique ou à l'acide fumarique, bien que ça soit un diacide. Si on s'intéresse en fait à l'acide maléique, donc la courbe de titrage, elle va avoir donc cette allure-là, un premier saut, puis un deuxième saut, avec ici un volume équivalent 1 et ici un volume équivalent 2. Donc ça, c'est pour l'acide maléique. Alors que pour l'acide fumarique, eh bien, on va obtenir un seul saut pour le titrage. Et donc, si on part, et vous verrez, c'est ce qu'on fera donc en TP, de deux acides ici qui ont la même concentration au départ, eh bien, la valeur ici du volume équivalent pour le saut qui est relatif au deuxième titrage, celui de l'acide ici fumarique, s'obtient pour un volume équivalent qui est égal au volume équivalent 2. Alors, on peut se demander pourquoi. Donc ça, c'est simplement donc, lié eh bien, à ce qu'on évoquait dans la question donc, de l'exercice. C'est que
suivant les réactions qui sont susceptibles de se produire et suivant l'écart entre ces constantes d'équilibre, eh bien, on est susceptible, en fait, ici, d'avoir plusieurs réactions qui se produisent en même temps ici. Donc, pour l'acide maléique, eh bien, donc, on va avoir donc, deux réactions qui sont susceptibles de se produire. Donc, la réaction entre l'acide maléique, que je note à H2A, et puis donc, la base H-, qui va donner donc H- plus H3O+. Attendez, il y a un truc qui ne va pas là. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, H2O. H2O. Et ensuite, la réaction entre HA- et HO-, qui va donner donc A2- plus H2O. Si on fait la même chose pour l'acide fumarique, bon, vu que c'est un diacide, on peut le noter de la même manière. Alors, pour la petite histoire, eh bien, l'acide maléique et l'acide fumarique sont deux diastéréoisomères. Donc, c'est des molécules organiques qui possèdent une double liaison carbone-carbone. Donc, ces deux acides ont la même formule brute. Et donc, au niveau de la formule semi-développée, donc, il y a un des stéréoisomères qui est de configuration Z et l'autre de configuration E. Donc, ça doit vous rappeler de vagues souvenirs de lycée, ce que je suis en train de dire là. Mais ces deux acides ont exactement la même formule brute. C'est pour ça que je les ai notés de la même manière. Et donc, si je m'intéresse aux réactions qui sont susceptibles de se produire, sur le papier, ce sont les mêmes. Et donc, vu que sur le papier, ce sont les mêmes, on pourrait s'attendre à avoir en fait eh bien, le même comportement lors du titrage. Sauf que, eh bien, si je calcule les constantes d'équilibre de ces différentes réactions, bien. Donc, on pourrait détailler tout le calcul. Donc, c'est une réaction acido-basique. Donc, c'est un rapport de constante d'acidité. Donc, ici, quand on détaille le calcul, c'est plus le résultat qui m'intéresse. Ça va être ici K1 sur KE. Et ici, c'est Ka2 sur KE. Et puis, quelque chose d'analogue ici pour le deuxième cas de figure. Et donc, si on fait les applications numériques, on trouve 10 exposant 13, non, pardon, 10 exposant 11 pour K1 0. On a pour la deuxième valeur, donc ici 10 exposant 9,6. Et si on fait la même chose pour l'acide maléique, on avait un pK de 1,8 pour K1, pK1, pardon. Et donc, on a ici une constante d'équilibre en 10 exposant 12,2, alors qu'on a une constante d'équilibre en 10 exposant 7,4 pour la deuxième constante d'équilibre. Bon, voici pour les différentes valeurs de constante d'équilibre. Donc, si je reviens un petit instant sur le graphe que j'ai donné juste avant, on a l'acide maléique, je vous ai dit, si on le titre par de la soude, c'est un diacide, et on va avoir deux sauts de pH qui vont se produire lorsqu'on va rajouter de la soude dans le milieu réactionnel. Alors en fait, il y a deux sauts de pH, simplement parce qu'on va avoir ici un titrage qu'on va qualifier de successif. Autrement dit,
on va titrer successivement les deux acidités de l'acide maléique. Et donc ça se traduit simplement par le fait qu'on va avoir une première réaction de titrage, c'est la réaction qui est ici, caractérisée par une constante d'équilibre de 10 exposants 12,2. Et une fois que cette réaction de titrage sera terminée, autrement dit qu'on aura eu le premier saut de pH, eh bien, on aura une deuxième réaction de titrage, la réaction entre H1- et A2-, qui elle-même est une réaction totale, et donc bien adaptée pour une réaction de titrage. Et donc, lorsqu'on sera à l'équivalence, on aura eh bien, un deuxième saut de pH. Si vous regardez ici, l'écart entre les valeurs des constantes d'équilibre, ici, il est relativement grand. On a K1,0 sur K2,0 qui est supérieur à 10 puissance 4. Et donc, ces deux réactions-là vont se faire successivement. La réaction prépondérante, c'est la réaction dont la constante d'équilibre est la plus grande. Donc, c'est elle la réaction prépondérante au départ. Et une fois qu'elle est terminée, c'est la deuxième qui va se faire. Donc ça, bien évidemment, ça se fait quand l'écart entre ces deux réactions, et en particulier la réaction parasite ici, eh bien, est caractérisé par une constante d'équilibre qui est bien plus faible. Si vous prenez l'acide fumarique, par contre, on va avoir ici qu'un seul saut de pH. Donc ça, c'est lié au fait que les deux pK sont relativement proches l'un de l'autre. Et donc, quand vous vous intéressez ici à ces deux valeurs de constante d'équilibre, eh bien, vu qu'on a ici K1,0 sur K2,0 qui est inférieur à 10 puissance 4, je vous redis, cette valeur elle est assez arbitraire, mais en tout cas, K1,0 et K2,0 sont quasiment du même ordre de grandeur. Il y a à peine un facteur, un peu plus d'un facteur 10, entre 10 et 100 entre les deux. Ces deux réactions-là, en fait, elles vont se faire en même temps. Et donc, on peut voir ces deux réactions-là comme simultanées. C'est pour ça qu'on va parler ici de titrage simultané. Et simplement, on peut résumer en fin de compte ces deux réactions qui se font en même temps par un bilan global. Donc, il suffit pour cela de sommer les deux réactions. Et on a donc la réaction de titrage équivalente, qui est simplement H2A plus 2H au-, qui est égal à A2- plus 2H2O. Mais monsieur, Oui. ça c'est juste parce que on considère que les deux réactions, enfin les deux demi-réactions du moins, elles se font en même temps du coup. Alors, justement, ce n'est pas des demi-réactions, mais c'est bien des réactions acido-basiques, puisqu'il y a bien à chaque fois deux couples qui sont mis en jeu. Et donc, ces deux réactions, effectivement, elles se font en même temps, simplement parce que les constantes d'équilibre, eh bien, elles sont relativement proches l'une de l'autre. Donc, ce n'est pas du tout ou rien, j'ai envie de dire. Si eh bien, donc, les deux réactions elles sont relativement proches l'une de l'autre, comme c'est le cas ici, eh bien, ça se fait en même temps. Et donc, tout se passe comme si la seule réaction à envisager, c'est celle que j'ai écrite tout à la fin. Si par contre, l'écart entre les deux constantes est très grand, supérieur à 10 puissance 4, eh bien, on aura les deux réactions qui se feront successivement. Et donc, si par cas, on vous propose un titrage qui est un petit peu plus avancé, un peu dans ce style-là, avec l'acide maléique, fumarique ou le désherbant auquel on est en train de s'intéresser, voici en gros les différentes cas de figure dans lesquels on peut se trouver. Donc, soit c'est simultané, soit eh bien, c'est successif. Et j'avais une deuxième question, monsieur. Quand on a dans des titrages comme ça, les sauts de pH, c'est parce que quand on a versé à plus de l'équivalence, on va avoir un pH qui va augmenter puisqu'on va avoir cette fois-ci, on va passer dans la zone où la base prédomine, enfin domine. Oui, parce qu'on continue à rajouter, en l'occurrence, du H- dans le milieu réactionnel. Donc, on se déplace vers la droite sur l'axe des pH, et donc on
alors quand on dit que la base prédomine, c'est, disons, il n'y a plus que la... Majoritaire. Mais c'est même pire que ça, hein. Donc, si on est à la fin, après la deuxième équivalence, après le deuxième saut, dans le milieu réactionnel, hein, il n'y aura plus que du A2-, hein. Cette espèce-là et cette espèce-là, elles ne seront plus du tout présentes, hein. Donc, là, c'est même plus de la majorité, hein. Il n'y a quasiment plus de ces espèces-là. Et puis surtout, hein, on rajoute du HO- dans le milieu réactionnel, qui est lui-même une base et qui va faire qu'on a un pH donc, qui va devenir rapidement très basique. Qui va augmenter. Mais ça, du coup, le saut de pH, ça s'explique parce que au bout d'un moment, on va avoir une grosse différence parce qu'on va passer à l'équivalence. Mais après, cette différence-là, ben, elle va s'amenuiser au fur et à mesure que le OH- il va S'accumuler partir. dans le milieu, oui. Parce que si je remets, hein, pour le coup, donc ça, j'en ai plus besoin, si je remets, hop, on partage, hop, je peux pas faire comme ça, il faut d'abord que je suis en partage. Voilà. Donc, quand on est à l'équivalence, hein, il faut bien garder à l'esprit que c'est que je l'ai. Disons, là, c'est pas adapté ce que j'ai sous les yeux. Mais bon. Disons, si je reprends la question 4 de l'exercice précédent, hein, eh bien, donc, lorsqu'on est exactement à l'équivalence, hein, dans le milieu, hein, était présent tout à l'heure le A- et le H2O, hein, et donc, dès que on va rajouter la moindre goutte de HO-, ben, effectivement, là, on va avoir une grosse variation, hein, de la quantité de base dans le milieu réactionnel, et c'est pour ça que le pH, effectivement, hein, tu as raison, il augmente très rapidement, et inversement dans l'autre sens, quoi. Mais d'un côté, monsieur, après que cette relation soit finie, il restera de H2-. Et donc, du coup, ça peut réagir avec de l'eau qui peut recréer du HO-. Et en fait, ça peut devenir infini, en fait. Attends, Comme l'eau redis-moi est un ça, solvant. j'ai pas compris ce que tu disais. Mais comme l'eau est un solvant, Oui, et que à la fin, dans le milieu réactionnel, il restera A2-. Il peut toujours avoir une réaction entre l'eau et A2-. L'eau en le rôle, d'acide. l'acide. Mhm. Jouant l'acide. Du coup, on va se retrouver encore avec du milieu réactionnel après cette réaction-là, avec du HO-. Et du coup, ça peut continuer encore. Ouais, mais les constantes d'équilibre, elles sont tellement faibles que dans la pratique, ça se fait quasiment pas, hein. Donc, si tu prends, hein, par exemple, le A3-, hein, qui est l'espèce, non, c'était H2-, avec l'acide H2O, hein, donc on remarque qu'on a une constante d'équilibre en 10 exposant -8. Donc, 10 exposant -8, ça se fait quasiment pas. Gardez à l'esprit que dès qu'on a des constantes d'équilibre, hein, qui sont de l'ordre de 10-4, eh bien, la transformation, elle est quasi nulle. On avait dit au premier semestre, autrement dit, à l'état final, on a quasiment les mêmes espèces qu'à l'état initial. Et donc, Ah, dès ok. qu'on passe en dessous à de 10-4, c'est encore plus vrai, quoi, j'ai envie de dire, hein. Donc là, avec des constantes en 10-6, 10-8, ça se fait quasiment pas, quoi. Ok, merci, monsieur. Après, dites-vous bien, hein, que surtout dans votre filière MPSI, hein, normalement, on doit limiter en fait ce qui se passe dans le milieu réactionnel à une seule réaction, hein. Donc, en gros, hein, tout ce qui est réaction parasite, hein, on va négliger à chaque fois tout ça, hein. Donc, le cas vraiment le plus complexe qu'on est susceptible de vous demander, hein, ben, c'est ce dont on est en train de parler en ce moment, hein, où on a par exemple un diacide dans lequel on a, suivant l'écart des pK, hein, soit un titrage simultané, soit successif, mais après, hein, on restera quand même raisonnable sur ce que l'on vous propose. Vous n'êtes après tout que des MPSI, j'ai envie de dire, hein. Maths, physique, SI, hein. Bien. Alors, pour finir sur le TD, hein, donc, on va envisager donc, un dernier cas donc, de figure dans lequel, eh bien, donc, on va procéder d'une manière donc, différente encore, hein. Donc, on va commencer par, eh bien, donc, rajouter donc, une solution d'acide chlorhydrique en fait, dans le milieu réactionnel. On va en rajouter une quantité assez importante, hein, d'acide chlorhydrique.
à savoir eh bien 40 millilitres. Et puis, une fois qu'on a rajouté ces 40 millilitres d'acide chlorhydrique, eh bien, on va ensuite titrer le milieu réactionnel par donc, de la soude et on va se servir de la courbe de titrage pour déterminer donc, ce qui se passe. Et donc là, on vous demandait d'expliquer pourquoi ce titrage en particulier il était satisfaisant. Donc au niveau du titrage, vous remarquez ici qu'il y a donc 2 sauts de pH. D'ailleurs, j'avais enlevé quelques questions, donc vous n'aviez pas ces 3 petites questions. J'en avais mis qu'une, il me semble, non. Non. Non, il y avait les 3. Il y avait les 3 parce que j'en avais. En tout cas, dans la vidéo, il y en avait 3, je crois. Ok, il me semblait avoir tout résumé ça sous une seule question. Je suis en train de Oui, vérifier. il y a bien les 3 sur le TD1. Ouais, il y a les 3. Bon, ok, ça ne change pas grand-chose. Hop. Alors, je reviens là. Alors, on vous demandait en quoi le titrage était satisfaisant et après donc de déterminer la concentration de la solution donc à l'équilibre. Bon, alors là aussi, il faut réfléchir un petit peu à ce qui se passe lorsque donc on va rajouter l'acide chlorhydrique dans le milieu réactionnel. Et donc là, pour bien comprendre ce qui va se passer au début, l'idée, c'est de regarder un petit peu avant l'ajout de soude ce que vaut le pH dans le milieu réactionnel. Donc là, vous remarquez que le pH, là, quand on regarde sur la courbe, il est autour de 1 à peu près, cette valeur de pH. Et donc, s'il est autour de 1, et qu'on reprend en fait le diagramme de prédominance du départ, ça veut dire qu'initialement, on est dans cette zone-là. Le graphique, il n'est pas très précis, donc on ne sait pas si on est exactement à 1 ou un petit peu en dessous, mais disons, on est dans cette zone-là. Et donc, vous remarquez qu'après avoir introduit de l'acide chlorhydrique, dans le milieu réactionnel, on aura à la fois du H4+ qui sera présent et du AH3, simplement parce qu'on sait qu'on a un pH ici de 1. Bon, ça, c'est du point de vue des espèces chimiques relatives au glyphosate. Donc ça, c'est le diagramme de prédominance qui nous permet de dire que ces deux espèces-là sont présentes. Et puis ensuite, on peut avoir éventuellement un doute sur le fait qu'il reste encore en quantité importante des ions H3O+. Donc ça, on peut le vérifier rétrospectivement, mais avec ce volume de 40 millilitres, on se rend compte rétrospectivement qu'il reste bien des H3O+ présents dans le milieu. Et là, d'un point de vue pratique, on aura donc d'un point de vue des espèces acides, H3O+, AH4+, et AH3 qui seront présents et sous forme acide dans le milieu réactionnel avant même d'avoir versé la première goutte de soude H-. Et ensuite, lorsqu'on va verser donc, la soude H-, cette soude va réagir avec une ou plusieurs de ces espèces. Et donc là, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, il faut avoir en tête le résultat que j'ai rappelé là sur le tableau blanc juste avant. Donc on a dit que lorsqu'on a plusieurs réactions qui sont susceptibles de se produire, si les constantes d'équilibre sont relativement proches, elles se font tout en même temps. Si par contre, les constantes d'équilibre sont relativement éloignées, et on a pris comme valeur arbitraire cette valeur de 10 puissance 4, ça va se faire successivement. Et donc là, ce que je vous ai fait dans le corrigé, c'est que j'ai calculé rapidement les constantes d'équilibre relatives aux 3 réactions acido-basiques relatives entre la soude H- ici, et puis donc les 3 acides qui sont présents. Et donc, on remarque en fait que les valeurs des constantes d'équilibre sont très proches l'une de l'autre. On a à peine un facteur 100 entre K1 0 et K2 0. Et donc, au niveau de la courbe de titrage, on a ici un saut qui va correspondre à ces 3 réactions qui se font simultanément. Alors, exploiter ce saut-là pour déterminer la concentration du glyphosate, ce n'est pas très pratique, puisqu'on remarque qu'il y a les 3 réactions qui se produisent en même temps. Alors, bon,
on pourrait s'en sortir, hein, il n'y a pas de souci, mais vu qu'il y a un deuxième saut, hein, on peut se demander hein, qu'est-ce qui se passe une fois que la première équivalence a eu lieu. Et vous allez voir que ça va permettre de conclure beaucoup plus rapidement. Bien, ces trois réactions-là, hein, une fois que le premier saut il a eu lieu, hein, ça permet de se rendre compte que dans le milieu réactionnel, donc là encore une fois, hein, il faut faire attention, hein, il n'y a plus que de l'eau et puis AH2- qui est le produit hein, de cette réaction-là. Donc là, il faut regarder hein, les produits ici hein, de ces réactions, mais attention, hein, parmi ces produits, il y en a un dont il ne faut pas tenir compte, c'est AH3, puisque AH3, dès qu'il va être produit par la réaction 2, il est consommé par la réaction suivante. Hein. Donc là, une fois que le premier saut de pH va être apparu, pardon, hein, les espèces présentes sont de l'eau et puis hein, ce nouvel acide AH2-. Et donc là, si on continue à former de la soude, on va avoir cette réaction prépondérante numéro 2 qui va se produire donc, entre le premier et le deuxième saut de pH. Et donc, vous remarquez encore une fois que c'est une bonne réaction de titrage, hein, puisqu'on a ici hein, une constante d'équilibre de 10 exposant 8 quasiment. Hein. Donc, c'est une bonne réaction de titrage également. Et donc, vous remarquez d'ailleurs hein, que le saut il est bien net hein, au niveau de la deuxième équivalence. Alors, la question qu'on pourrait se poser, hein, c'est est-ce qu'il ne peut pas se passer la même chose qu'entre le premier et le deuxième saut, à savoir est-ce qu'on ne peut pas avoir également hein, une autre réaction parasite qui viendrait se superposer à cette réaction que j'ai appelée RP2 ici. Alors en fait, pas du tout, hein, parce que si on regarde la réaction parasite suivante là, qui est susceptible de se produire, vous remarquez que la constante d'équilibre, d'une part, hein, elle est relativement faible, et qu'en plus, hein, on a plus de 10 puissance 4 d'écart entre les deux constantes d'équilibre. Et donc, cette réaction-là ne vient pas du tout se superposer à la réaction RP2. Et donc, du point de vue de la courbe de titrage, ici, hein, ce deuxième saut, il est assez intéressant, lui, à exploiter, hein, pour la simple et bonne raison que la seule réaction qui va se produire pendant ce titrage-là, c'est la réaction qui est ici. Et donc, tout se passe, en fin de compte, hein, comme si on titrait un monoacide, hein, puisqu'on n'a qu'une seule réaction de titrage. Et donc après, il suffit de traduire hein, l'équivalence pour notre réaction acido-basique hein, et d'en déduire la concentration hein, de notre acide, autrement dit du glyphosate ici. Hein. Bien, donc voilà en gros hein, pour CTD là sur les réactions acido-basiques. Hein, donc je pensais aller un petit peu plus vite, mais non, pour le coup. Hein. Alors, ce n'est pas très grave. Donc ce dernier exercice là, hein, il est quand même bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Hein, et il est basé hein, sur cette particularité là, dont on reparlera, donc j'espère en TP, hein, à savoir que dès lors que on a donc plusieurs réactions qui sont susceptibles de se produire et qu'elles ont des constantes d'équilibre qui sont relativement proches, hein, soit elles sont de manière simultanée, hein, soit de manière successive. Par contre, si l'écart il est plutôt grand. Bien, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Alors, juste quelques mots sur la suite. Hop. Donc, on a vu ici les réactions acido-basiques. Donc, on va voir l'oxydoréduction. Hein. Donc, l'oxydoréduction, c'est vraiment une grosse partie hein, au niveau du programme de SUP. Et surtout, c'est quelque chose ça que vous continuerez hein, au niveau de la deuxième année parce que ici, hein, ce qu'on va faire en oxydoréduction, hein, si vous avez commencé à travailler hein, ces chapitres, c'est d'abord hein, ce chapitre d'introduction là où je reviens simplement hein, sur la notion d'oxydant, de réducteur et sur les demi-équations électroniques. Hein. Et puis ensuite, en oxydoréduction, on peut faire tout un tas d'approches différentes dessus. Hein. C'est un chapitre qui est assez complet. Il va y avoir déjà hein, tout ce qui est réaction hors équilibre qu'on appelle. Donc, c'est les piles, c'est le chapitre 3. Hein. Autrement dit, hein,
Donc, les piles, tant que la pile elle n'est pas branchée sur un circuit électrique, elle ne débite pas, hein. Autrement dit, hein, la réaction d'oxydoréduction ne se fait pas. Mais dès qu'on branche la pile, hein, sur un circuit, hein, elle va se faire. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les réactions hors équilibre, hein, puisque il faut que la pile soit branchée pour que la réaction, hein, d'oxydoréduction se fasse. On aura après, hein, le chapitre suivant, hein, qui correspondra, lui, donc, aux réactions qu'on va qualifier d'à l'équilibre, hein. C'est exactement le même principe que les réactions acide-base, à savoir, hein, on va avoir un bécher qui va contenir de l'eau, on va mettre dedans, hein, un oxydant, un réducteur, et puis on va regarder, hein, quelle est la réaction d'oxydoréduction qui se fait et quelle est la composition de l'état final. Une fois qu'on aura fait ça, on s'intéressera au diagramme potentiel pH qui en fait, vont essayer de mettre en relation, hein, l'aspect oxydoréduction avec l'aspect acido-basique en particulier, puis également avec la précipitation, là, qui est un autre type de réaction dont il reste encore à parler. Et puis en deuxième année, hein, vous continuerez sur l'oxydoréduction, hein, en vous intéressant à tout l'aspect cinétique associé à ces réactions d'oxydoréduction, hein. Donc vraiment l'oxydoréduction, hein, du point de vue des transformations en solution, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant et qui permet donc de faire le plus de choses en matière d'exercice, hein, puisque vraiment là, on a accès à tout un tas de choses, hein, des piles, des titrages, des potentiels pH, de la cinétique, etc. Donc, la plupart du temps, hein, ce qui tombe au concours, c'est justement, hein, l'oxydoréduction. Alors, pour autant, hein, ça ne veut pas dire que l'acido-basicité qu'on a fait avant, ça ne sert à rien, hein, simplement parce que, justement, hein, toute l'influence des acides, des bases, hein, on va le retrouver, hein, dans cet aspect oxydoréduction également. Alors, si je reviens rapidement juste sur ce chapitre 2 aujourd'hui, hein, la notion d'oxydant, de réducteur, de couple oxydant-réducteur, ça, c'est des choses que vous avez vues au lycée, hein, et donc, normalement, vous n'avez pas appris grand-chose, hein, sur les parties 1 et 3 en particulier, sur l'écriture des demi-équations électroniques, hein, sans utiliser les nombres d'oxydation, hein. Ça, c'est des choses que vous faisiez déjà au lycée. La seule petite nouveauté, hein, c'est cette histoire de nombre d'oxydation ici, hein, qui va nous permettre d'équilibrer les demi-équations électroniques d'une autre manière, j'ai envie de dire, hein, mais c'est assez anecdotique, hein, c'est chose supplémentaire. Ça sert à autre chose, les nombres d'oxydation ou c'est Alors, vraiment... si ça va nous servir pour le chapitre sur les diagrammes potentiels pH, donc vous verrez, hein, dans ce chapitre-là, on aura une approche très graphique de ce qui se passe là, hein, puisqu'on aura un diagramme que l'on exploitera. Alors, un diagramme à 2 dimensions, hein, vraiment, hein, avec un axe vertical, un axe horizontal. Et la plupart du temps, hein, ce que l'on fait au concours, c'est qu'on ne vous fait pas construire le diagramme, hein, parce que ça prend trop de temps et sur une épreuve de 2 heures, on n'a pas le temps. Par contre, hein, on vous demande de positionner des espèces sur ce diagramme. Ce qui permet de positionner correctement les espèces, justement, c'est les valeurs des nombres d'oxydation, en fait. Donc là, hein, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on se servira des nombres d'oxydation, hein. On peut les utiliser pour équilibrer les demi-équations électroniques. Après, si on vous le demande, il faut savoir le faire, mais honnêtement, hein, ça va quand même plus vite sans utiliser les nombres d'oxydation, hein. Donc, si on vous laisse le choix, autant utiliser plutôt la méthode qui n'utilise pas les nombres d'oxydation pour écrire la demi-équation électronique. Ça va bien plus vite, à mon sens, que l'utilisation des nombres d'oxydation. Après, hein, c'est au programme, il faut savoir le faire, hein, mais honnêtement, c'est rare qu'on vous impose la méthode pour équilibrer, hein, les demi-équations électroniques, hein. Une petite remarque au niveau du petit tableau, hein, remarquez bien que tout pareil, hein, il y a un certain nombre d'espèces là, hein, qui sont citées, donc thiosulfate, permanganate, dichromate, hypochlorite, etc., hein. Donc ça, ce sont des espèces qui sont listées dans le cours, hein, que vous êtes susceptibles de connaître, hein, qui ne vous seront pas forcément rappelées, hein. Alors après, la plupart du temps, hein, surtout à l'écrit, hein, on vous les rappelle pour pas que vous soyez sec si vous avez un trou de mémoire, hein, sur ces espèces, hein. Quand on a donc, un couple oxydant-réducteur, hein, tout est résumé en fait dans la demi-équation électronique qui est ici, hein, où on a donc l'oxydant du couple, hein, qui va donc capter donc, un ou plusieurs électrons pour donner un réducteur conjugué.
Donc, ça, c'est par l'intermédiaire d'une réduction. Au contraire, hein, le réducteur, lui, hein, il va avoir tendance, par l'intermédiaire d'une oxydation, à perdre des électrons hein, pour donner eh bien, l'oxydant conjugué. Donc là, c'est vraiment eh bien, le petit schéma hein, qu'il faut avoir en tête et qui résume vraiment hein, tout ce vocabulaire. L'oxydant capte des électrons, le réducteur cède des électrons. On a la réduction, hein, on a l'oxydation dans l'autre sens ici. Hein. Donc là, c'est ce qui intervient donc, au niveau des remarques. Hein. L'oxydation, c'est une perte d'électrons. La réduction, c'est un gain d'électrons. Bien, voici pour ces généralités hein, avec la réaction d'oxydoréduction hein, qui va donc eh bien, mettre en jeu deux couples redox hein, avec des échanges d'électrons. Et donc là, remarquez bien, on va le redire un peu plus loin, hein, bien sûr, mais que on n'a pas d'électrons qui peuvent exister en solution. Hein. Donc remarquez bien que sur la réaction redox que eh bien, j'ai écrite ici, hein, eh bien, j'ai tout multiplié par 2 au niveau de la demi-équation électronique pour bien avoir deux échanges d'électrons hein, entre le premier couple et le deuxième couple. Hein. Donc, dans le bilan qui est ici, hein, remarquez bien qu'il n'y a pas d'électrons. Hein. Donc là, attention de ne pas confondre la demi-équation électronique. Hein. Vous avez un oxydant et le réducteur conjugué avec eh bien, une réaction d'oxydoréduction qui, elle, met en jeu deux couples redox. Et donc là, hein, les électrons hein, n'apparaissent pas formellement. Hein, ils sont cachés hein, dans l'échange entre l'oxydant d'un couple et le réducteur de l'autre couple. Bien, donc là, je vous ai résumé les différentes espèces donc, à connaître hein, au niveau d'un tableau. Hein. Pour mémoire, je vous ai rappelé les structures de Lewis. Ça peut servir également, hein, puisque souvent, hein, eh bien, donc, dans tous ces problèmes-là qui tombent au concours là, en filière MP ou PSI, hein, ça part sur une configuration électronique, puis après, vous avez une structure de Lewis, et après, ça enchaîne souvent hein, sur eh bien, des réactions de titrage, acido-basique ou d'oxydoréduction. Bien, alors c'est l'heure, donc on va s'arrêter là. Hein. Je reviendrai sur la notion de nombre d'oxydation hein, la semaine prochaine. Donc ici, hein, je vous ai envoyé